Bonjour, alors dans cette vidéo, je vais vous proposer un point sur la conjoncture économique aux États-Unis et en Europe, et notamment vous parler des derniers indices de l'Institut Markit, les PMI flash qui ont été publiés pour les États-Unis et l'Europe vendredi dernier. Et ces indices, ils m'ont quand même pas mal surpris dans un sens négatif par rapport à ce que j'attendais. Jusque-là, en liaison avec le rebond assez marqué quand même des marchés actions en Europe et aux États-Unis, je me disais qu'on avait quand même de bonnes chances d'avoir un rebond de l'activité aussi bien aux États-Unis qu'en Europe. Un rebond temporaire que je voyais sur un ou deux trimestres avant qu'on parte vraiment vers le retournement de conjoncture et le marché baissier. En fait, ce rebond, on s'aperçoit qu'aujourd'hui, il ne se produit absolument pas. Vous voyez ici l'indicateur flash USPMI, on a fortement chuté au mois de mai, on est passé de 53 en avril à 50,9 en mai ici, donc chute de plus de 2 points, et c'est un plus bas de l'indicateur sur 3 ans. Le PMI manufacturier est particulièrement faible aussi, 50,6 en mai contre 52,6 en avril. Et si on regarde maintenant la situation en Europe, là aussi on n'a aucun redressement, on n'a pas de nouvelle chute sur l'indicateur flash de mai, mais on stagne à des valeurs basses. On est à 51,6 en mai, quasiment inchangé par rapport à avril, à 51,5. Le PMI manufacturier reste en dessous de la barre des 50 qui sépare contraction et expansion d'activité, et il s'établissait à 47,7 en mai. Sur la locomotive européenne qui est l'Allemagne, c'est exactement la même situation, on n'a aucun redressement en fait. Donc le PMI composite, vous voyez, 52,4 en mai contre 52,2 en avril. Et on a ici un ralentissement qui est quand même d'ampleur assez significative depuis quelques mois sur l'Europe. Alors si on regarde un historique de plus long terme de ces ralentissements de l'indicateur PMI aux États-Unis, donc là le graphique de Trading Economics date encore du mois d'avril, là on était encore à 52 et quelques, maintenant on est tout près de la barre des 50, donc le ralentissement est en réalité plus marqué que ce qui est indiqué sur ce graphique. On a dans le passé des ralentissements du même type. On en a eu ici en 2015-2016, en 2011-2012. Plutôt, on en a eu sur l'année 98 par exemple, et en 2004-2005. Là, je parle uniquement des ralentissements qui n'ont pas donné lieu à un vrai marché baissier et à une récession. Alors pour ces ralentissements, malgré tout, que ce soit en 2012, en 2015-2016 ou même en 98, on a eu la plupart du temps quand même une bonne correction associée sur les marchés avec des baisses du CAC 40 de l'ordre d'une vingtaine de pourcents, parfois plus. On le voit ici, par exemple, sur fin 2011, début 2012, sur l'année 2015 aussi. Donc des corrections, par exemple pour 2015, on était passé de 5200 à moins de 4000 points sur le CAC. Et même en 98, on avait une correction de courte durée, mais quand même violente. On est passé de 4300 ici à 3000 points sur le CAC. Sur le ralentissement en cours, on a quasiment rien. Le CAC a effectivement baissé en 2018, les small caps encore beaucoup plus. Mais sur les derniers mois, le marché a tout repris et visiblement il est en train de parier à fond sur le fait que l'activité ne va pas continuer à ralentir et va se redresser fortement. Et pour l'instant, ce pari que le marché a fait, il semble vraiment démenti par les faits et ça fragilise beaucoup la situation des indices boursiers actuels. Alors maintenant, si on croise cet indicateur PMI avec les signaux d'alerte de récession qui sont produits par la courbe des taux, on s'aperçoit que lorsqu'on a à la fois une courbe des taux qui s'inverse, qui passe en dessous de zéro, ici vous avez le graphique 10 ans moins 3 mois, donc on est en situation, je vous l'ai déjà dit, on est en situation d'inversion maintenant, le signal de récession a flashé. Maintenant il a flashé, ça veut dire habituellement récession à un horizon de temps de l'ordre de 6 mois à 2 ans. On ne peut pas être plus précis. Mais quand on a en même temps l'indicateur PMI qui ralentit comme ça fortement,
j'ai pas retrouvé dans l'histoire des 30 ou 40 dernières années de situation où le PMI s'était redressé sensiblement après. Au contraire, lorsqu'il commence à ralentir fortement comme il le fait en ce moment, et qu'on a en même temps une courbe des taux inversée, ça débouche assez rapidement sur une situation de marché baissier et de récession. Les faux signaux, on a eu par exemple un faux signal de l'indicateur PMI assez net ici sur l'année 2004-2005, on le voit, et qui n'a pas donné lieu à un marché baissier. Mais sur l'année 2004-2005, on était très loin d'une situation d'inversion. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on observe en ce moment. Même pour la période 98, où on avait eu aussi un ralentissement du PMI américain marqué, et ben en 97-98, vous voyez qu'on était quand même sur la courbe des taux assez nettement au-dessus du zéro, et ça explique qu'ensuite le marché a pu avoir une belle séquence de rebond. Alors à cette conjoncture très fragile vient s'ajouter bien sûr la guerre commerciale entre Chine et États-Unis. C'est quasiment impossible pour moi de vous dire quelle va être l'issue dans les semaines qui viennent. C'est sûr que si un accord est trouvé, on verra les marchés rebondir de 6, 7, 8% sans doute, et les valeurs cycliques beaucoup plus, peut-être de 15%, mais ça n'est absolument pas un scénario garanti. Et inversement, le problème c'est que si ça se produit pas et que si on part en marché baissier tout de suite, là c'est pas 6-7% de gains sur les grands indices ou 15% sur les cycliques qu'on va viser, mais c'est des baisses qui sont largement supérieures à 30 ou 40%. Donc le rapport bénéfice-risque pour l'instant n'est pas franchement en faveur des prises de position haussières, je dirais maintenant même à moyen terme. Alors sur cette guerre commerciale, quelques mots quand même. Lors de ces premières phases qui étaient constituées de sanctions douanières réciproques, ça ne m'inquiétait pas trop. Bon, ça, je me disais, ça fait partie des négociations. C'est juste quelques dizaines de milliards d'euros en jeu d'un côté, 200 milliards de l'autre. C'est une toute petite fraction du PIB respectif des États-Unis et de la Chine. Et ça n'est pas ça qui va influencer de façon importante les économies de ces pays. Par contre, le conflit qui oppose Huawei à l'État américain, là, à mon avis, on est sur quelque chose de nettement plus grave. Parce que il va casser la confiance que l'ensemble du monde, a priori, pourrait avoir dans les entreprises américaines. Depuis cette affaire, il y a une prise de, il va y avoir, ou en tout cas il y a en cours même une prise de conscience du fait que du jour au lendemain, un fournisseur clé américain va pouvoir faire défaut si vous êtes son client, simplement parce que l'État américain lui ordonne de cesser de vous approvisionner. Alors qu'est-ce que ça va déclencher ? Ça va déclencher à brève échéance, dans les années à venir, le réveil de concurrents d'entreprises américaines dont on pensait qu'elles étaient des leaders totalement inattaquables jusqu'ici. Par exemple, Google. Il y a un commentateur sur un forum d'un article économique sur le conflit Huawei-USA qui a fait, à mon avis, une remarque très juste. Il dit Donald Trump croit tuer Huawei, il ne se rend pas compte qu'en fait, il a tué Google. C'est sûr qu'à court terme, la décision, si elle devait se confirmer dans les semaines qui viennent, on ne sait pas encore, en tout cas la décision pourra faire beaucoup de mal à Huawei dans les trimestres qui viennent. Mais la Chine elle a un immense marché intérieur qui est maintenant égal ou supérieur au marché américain sur lequel elle peut s'appuyer. Et si Huawei, appuyé par le gouvernement chinois, décide de construire en quelques années un concurrent crédible à Google et aux services qu'il fournit, à mon avis, il a les moyens d'arriver à ses fins et de proposer à ce moment-là à l'international et aux autres pays une alternative tout à fait crédible. Pour Huawei, il faut bien être conscient que cette entreprise est montée en gamme extrêmement rapidement en juste quelques années, en l'espace de 5-6 ans. On est passé de téléphones bas milieu de gamme qui étaient des copies des leaders, comme les Asiatiques savent le faire. Ils commencent toujours par copier
et ensuite ils apprennent vite et ils sont en mesure de proposer des copies qui sont meilleures que l'original, avec plus d'innovation aussi. Sur la photo, par exemple, bon, moi je m'intéresse beaucoup à la photo en tant qu'amateur, on voit que dans les classements, les derniers modèles de Huawei, un P20 Pro, P30 Pro, sont largement au-dessus de la concurrence, y compris Samsung et iPhone. Là, vous avez un classement des meilleurs téléphones en matière de photo. Le P30 Pro est leader, c'est tout à fait justifié. Ici, vous avez un test du P30 Pro, vous avez peut-être vu déjà des comparaisons de ce type, hein, en basse lumière, en très basse lumière, face à l'iPhone XS, au Galaxy S10 et au V40. On peut s'apercevoir qu'il est quand même loin devant la concurrence. Donc si des entreprises chinoises décident par la force des choses qu'elles sont obligées maintenant de créer un concurrent ou de créer un équivalent à Google pour s'assurer leur indépendance, à ce moment, à mon avis, Google ou d'autres entreprises américaines ont du souci à se faire. Et de toute façon, quelle que soit l'issue de ce conflit, quelle que soit la décision de Donald Trump, ce qui s'est passé entre Huawei et les USA laissera forcément des traces. Et maintenant, la Chine, clairement, elle va se réveiller, elle va mettre le paquet pour ne plus être dépendante des technologies américaines comme elle est encore en partie maintenant. Un mot pour finir sur la situation graphique des indices américains. On retrouve sensiblement la même chose sur les indices européens en ce moment d'ailleurs. Vous voyez ici, par exemple, sur le Wilshire 5000, on est dans une configuration de retournement baissière classique en tête-épaule, ici avec une épaule, une tête et la deuxième épaule. Elle n'est pas encore validée par la cassure ici du seuil de 29 000 points. Mais bon, la situation est quand même bien fragile. Si on regarde à plus long terme, cette ligne des 29 000 points, on retrouve le même type de support sur le SP500 ou sur le Dow Jones d'ailleurs. C'est une ligne qui est vraiment importante depuis le début de l'année 2018. Elle a servi à de nombreuses reprises comme résistance ici ou comme support depuis le printemps 2019. Donc son franchissement à la baisse serait quand même très significatif pour la suite. Voilà pour ce point sur les marchés et l'économie. Donc plus que jamais prudence à mon avis. Il vaut parfois mieux savoir éviter de chercher à profiter de quelques éventuels derniers trimestres de hausse en toute fin de cycle pour ne pas subir un gros choc si le retournement devait arriver un petit peu plus tôt que prévu.